Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans Rubis sur Canapé Raphaël Griffon, qui est le dirigeant de Griffon Joaillerie à Nantes. Bonjour Raphaël et bienvenue dans Rubis sur Canapé. Je suis absolument ravie de t'accueillir. Donc, tu t'appelles Raphaël Griffon et tu diriges la joaillerie Griffon à Nantes. C'est bien ça. Alors, est-ce que d'abord tu peux nous raconter comment tu es devenu joaillier? Alors, je suis devenu joaillier en fait au départ, moi j'ai fait des études dans le génie électrotechnique Mhm. et puis je suis parti faire mon service national dans les Antilles. On était basé sur la Martinique et la Guyane et au cours d'une expédition en Guyane, j'ai croisé des chercheurs d'or. À l'époque, moi, mon père était déjà joaillier. Mon arrière-grand-père avait été joaillier chez Cartier, que je n'ai jamais connu évidemment. Mon grand-père était joaillier également, mais je m'étais pas du tout dirigé vers cette voie-là. Et puis, lorsque je suis revenu en France, je me suis dit, l'aventure, ça me plaît bien d'aller sur les terrains où on extrait les matières premières. Je trouve ça plutôt sympa. Le côté créatif, nous, on est une famille où on était pas mal, les dessins, la sculpture et tout ça. Et en fait, j'ai changé de voie. Et je suis parti à l'école de Saumur faire mes formations là-bas. Et donc, je suis devenu joaillier. D'accord, et ça t'a plu à Saumur comme école? Tu t'y sentais bien? J'ai adoré cette partie-là parce qu'en fait, moi, j'avais terminé mes études, j'en avais un peu marre forcément. Ouais. Et puis de reprendre, on passe vers un autre univers où en fait, on est considéré non plus comme des gamins, mais des jeunes Mhm. adultes apprenants. Donc ça, j'avais trouvé ça plutôt sympa comme univers. Et puis le côté alternance aussi, un côté où on passe à l'école, c'est je dirais plutôt un peu le côté récréatif finalement. C'est-à-dire qu'on arrive en école, on est moins sous pression entre guillemets, on est là pour apprendre, pour échanger avec ses camarades. Et ça, Mhm. j'avais trouvé ça assez sympa, ce côté pro. Et puis, alors je dis école, c'est pas école, mais formation, on reste des formations pour adultes. Mais ça, l'alternance, j'avais vraiment adoré. Formation pour adultes parce que toi, t'avais quel âge à l'époque? Alors je dis pour adultes, moi je crois que j'avais 21 ans à peu près. Ah oui, donc t'étais encore jeune. Enfin, même si tu l'es toujours, mais Exactement. voilà, Mais oui, oui, je dis pour adultes, 21 ans. c'est-à-dire qu'en fait, Ouais, on est considéré comme des adultes dès qu'on arrive en société. d'accord. Et puis dès qu'on revient à l'école, alors je dis pas qu'on redevient des gamins, mais en fait, voilà, ça devient, c'est peut-être un petit peu plus cool. Ton alternance, tu la faisais dans la joaillerie familiale? Alors, j'ai fait tout l'alternance donc avec mon père, qui lui était intervenant à l'école de joaillerie de Saumur pour tout ce qui était la partie sertissage. D'accord, parce qu'il était Donc, sertisseur ou joaillier? il était joaillier sertisseur. D'accord, les deux. Ah, pas mal. Ouais, il était joaillier sertisseur et donc en même temps, moi, ça me permettait de me former également sur le sertissage. Donc de toute façon, lui, il disait à chaque fois que un bon joaillier, c'est quelqu'un qui sait sertir, même s'il sertit pas après, qui comprenne un peu toutes les problématiques que Bien peut sûr. rencontrer en fait un sertisseur si il y a des griffes qui sont trop avancées, on a obligé de trop creuser dedans, on se retrouve avec plus rien dedans. Donc en fait, en étant sertisseur, on comprend qu'il faut être meilleur joaillier. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu l'histoire de la joaillerie Griffon? Mon père a été pendant des années salarié d'une société donc sur Nantes. Et puis un jour, il en a eu marre, il est parti agriculteur. D'accord, ah Et oui. moi, je suis né sur des terres agricoles, en fait. De mes 0 à mes 11 ans, j'ai vécu dans une ferme avec des vaches. On faisait les cultures, j'aidais mon père à mettre l'ensilage. Et donc, en fait, on avait un lien avec la terre qui était très, très proche. Ouais. Et puis, à partir de 11 ans, on a été obligé de revenir à Nantes parce qu'il y avait les quotas laitiers, il y avait l'Europe qui commençait à prendre des décisions un peu plus drastiques sur l'agriculture française. Mhm. Et mon père a décidé de reprendre donc la joaillerie. Et puis donc il était toujours toujours salarié. Et un jour, il en a jamais vécu en fait de ce métier-là. Et un jour, il a eu un petit héritage, genre c'était 10 000 euros. Enfin aujourd'hui c'était 10 000 euros. Ouais. Et avec ces 10 000 euros, il a décidé de monter son atelier. Et donc moi, j'étais un peu un animal de nuit, c'est-à-dire que je sortais énormément et j'avais un gros réseau en fait à l'époque. Et ce qui fait que avant d'être dans la joaillerie, j'aidais énormément mon père à communiquer, à trouver des clients. Mhm. Parce que je me dis, j'étais très conscient de l'époque où s'il se plantait, en fait, c'était toute la famille qui se plantait. Et on s'est à communiquer, à apprendre
à parler avec des journalistes, à présenter le métier, à faire des documentaires. J'étais parti, mon premier documentaire en Guyane, où j'ai fait un premier film sur les chercheurs d'or, donc j'avais présenté devant du public, devant des journalistes. Et puis en fait c'est là où j'étais toujours pas joaillier en fait. Hein. C'était ma première année d'études de joaillerie, et c'est là où je me suis dit c'est génial comme métier parce que c'est extrêmement complet. Il faut d'abord un savoir-faire, il faut avoir la culture de l'art, il faut savoir dessiner, et puis il y a tout l'univers du voyage en fait que j'adore, enfin Ouais. que beaucoup de gens adorent, mais moi je voulais vraiment intégrer dedans. Oui, c'est vraiment très Il y important a, pour toi et c'est c'est une façon de vivre plus qu'une passion, quoi. Voilà, c'est ça. Et comme je suis passionné par beaucoup de choses, et notamment vers l'âge de 25-26 ans, donc un peu plus tard, hein, j'ai passé mon brevet de pilote d'avion. Et ben, je me Mmh. suis dit en fait, je vais intégrer dans mon métier toutes les choses que j'adore. Donc si je pars en Afrique, ben, je louerai un avion pour me déplacer sur les mines, donc je serai autonome. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, donc je dirige une société où on est 7 salariés, on va bientôt monter à 8, 9, peut-être 10. Et Ouais. donc, ouais, c'est un métier passionnant parce que tous les jours ça change. On fait que de la pièce unique, on fait pas de série. Donc, et 90% de notre activité, ce sont des pièces uniques. Donc, y a aucune redondance dans le travail qu'on réalise. Bien Et donc sûr. voilà, c'est comme ça que je suis devenu joaillier. Ouais et du coup, en fait, tu dirais que les particularités de ton entreprise, c'est vraiment faire de la pièce unique ou il y a d'autres choses, qui est un peu différent chez toi que chez les autres joailliers? Donc là, en fait, l'atelier, donc maintenant j'ai un grand atelier donc qui est situé près de la cathédrale de Nantes. Mmh. Et donc là, on intègre la taillerie, on va mettre 2 postes de taille de pierre précieuse. Waouh! Je suis en train j'ai acheté un nouveau local où on va faire des fontes avec du matériel de dernière génération. On pourra fondre le platine. Alors l'argent, je ne travaille pas, mais l'or et puis d'autres métaux autres que les métaux précieux pour pouvoir faire des bijoux. Donc ça va avoir un côté Du titane, un par peu ça. exemple, ou ça t'intéresse pas? Exactement, Ouais. ouais, Mmh. exactement. Mmh. Et puis chacun de mes salariés est presque son propre patron, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont salariés de la maison Griffon, Mmh. mais je leur laisse une très très grande liberté sur leur créativité. Ça. S'ils ont fait des études de créateurs, c'est pas pour qu'ils soient derrière leur établi à faire des pièces qui ont été imposées soit par moi, soit par un autre designer. C'est-à-dire qu'ils ont tous accès à la clientèle, D'accord. et ils ont tous une très très grande liberté du choix des pierres. Et donc c'est ça ce qui fait aussi un peu notre originalité. Il y a ce côté, en fait, Oui. Mmh. il y a sept joailliers créateurs presque. Je dis indépendants, c'est pas le terme, mais en tout cas, ils sont autonomes. Et quand leur pièce est choisie, il y a un côté, ils sont fiers. Et moi, je suis fier aussi d'eux dans le retour enfin le regard du client en disant, voilà, on a travaillé avec Jay, on a travaillé avec Jocelyn ou Mathilde et on est super content du travail. C'est pour un dirigeant, c'est extrêmement valorisant. Bah, oui, j'imagine et du coup, lorsque c'est la pièce qu'ils ont, entre guillemets, «dessinée» eux, enfin, c'est que eux qui dessinent ou toi tu dessines avec eux à chaque fois? Alors, en général, ils font le dessin extrêmement précis, un dessin papier très précis avec le client. Ouais. Et souvent, c'est moi ou Mathilde qui fait la 3D. Et puis la 3D est présentée par la personne qui l'a dessiné. En fait, moi, je me retire de ça. En fait, j'ai appliqué les Oui. dessins qu'avaient voulu faire mes salariés. Et donc, parfois, ça me fait sourire parce que je me dis, c'est marrant cette pièce-là, jamais j'aurais dessiné ça comme ça. Ouais. Et en fait, on se laisse surprendre. Et c'est une partie extrêmement agréable aussi. Cette personne donc qui a dessiné, qui après, va la réaliser en métal ou non? Oui, souvent, c'est ça. Alors, en fait, sur une pièce, en général, il y a 2, 3 joailliers qui travaillent sur une pièce. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si on compte le dessinateur, la personne qui va le fondre, la personne qui va sertir, il y a bien 3 personnes, Oui, au entre moins, trois ouais. personnes ou 4 personnes. Mais à chaque fois, ça reste toujours un travail d'équipe. La fierté, elle reste toujours en équipe. C'est-à-dire Mmh. qu'on est fier de ce qui a été fait. Et puis, il y a la personne qui a vraiment fait le dessin, choisi les pierres, le contact avec la clientèle, qui aussi se régale de la pièce qui a été finie, même si elle n'a pas pu tout faire en fait. Oui, bien sûr, mais disons qu'elle a été un peu leader, dans cette pièce-là, Mais quoi. voilà, Mmh. exactement, ouais. Ouais. Et toi alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et que tu aimes faire le plus, dans ce métier? Alors moi, au fur et à mesure que la société a grossi, mon rôle a changé.
enfin, c'est de toute façon un peu évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient de la gestion de projet, ça devient, j'aime beaucoup voyager, donc me déplacer pour aller sur les mines et faire des films documentaires sur l'extraction des pierres précieuses, qu'ensuite je diffuse devant mes clients. C'est-à-dire que je trouve que plus on a une connaissance pointue sur les matières et sur ce qui se passe, c'est-à-dire que l'environnement humain des mines, Mhm. plus on est dans le métier. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, c'est, je l'ai pas vu d'un documentaire, c'est j'ai vraiment été à 150 mètres sous terre, en plein cœur du Tsavo, ou en plein cœur de l'Amazonie pour aller sur les mines d'or. Ou, voilà, ça nous aide d'abord sur la communication. Hein, clairement, c'est un poids énorme Bien sur la sûr. communication. C'est-à-dire que les gens viennent chez vous parce que vous connaissez la matière, parce qu'il y a le côté humain qui m'intéresse aussi. Évidemment, si je vois quelque chose qui me plaît pas, eh ben je passerai sur autre chose, hein, sur une autre mine. Et puis il y a le côté aventure, et ça c'est vraiment un de mes dadas, c'est l'aventure. Et donc Ouais, et ça remplit un peu tout ce que j'aime. puis c'est sûr que ça donne plus de poids, que ce soit toi qui y ailles, que, quelque chose, qu'on t'a rapporté, ça a absolument, rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir que moi, toutes les matières que j'ai dans mes coffres, en fait, c'est pas moi qui les ai toutes ramenées, ce serait de mentir. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'en gros, moi, quand je me déplace, c'est vraiment pour prendre connaissance, savoir comment ça fonctionne. Et donc en fait, on a la connaissance du terrain et des mines où sont extraites les matières, je sais pas, de tanzanie, d'or, de tsavorite, de diamants. Et puis après, moi, je vais être amené de plus en plus à voyager pour là vraiment être intégré complètement, où l'idée ce serait que 80% ou 90% de nos pierres soient achetées par moi, puisque je sais exactement, nous, enfin, on a une politique, on a un style bien particulier. Ouais. Donc je saurais exactement moi quoi acheter sur les matières pour que ça fonctionne chez nous. Ta dernière expédition, c'était en Amazonie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, et donc en fait, je suis parti en Amazonie, donc pour réaliser un film documentaire, et en même temps faire une expertise sur les mines d'or, donc en Guyane, D'accord. pour évaluer un peu l'évolution qui a été faite. Moi, c'est par rapport à mes premiers voyages sur les mines. Donc en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a une réelle évolution entre l'utilisation du mercure aujourd'hui, qui a disparu depuis 2006, Mmh. une reforestation, c'est-à-dire que toutes les mines officielles replantent les arbres, et ensuite c'est contrôlé par des organismes tels que l'ONF ou d'autres organismes privés pour voir si la nature reprend bien ses droits. Ah, c'est Donc bien. on sait de toute façon que l'industrie fait forcément de la pollution, mais on arrive quand même à faire des choses qui sont intéressantes. Et cette pollution-là, donc de couper des arbres, on sait que les arbres repoussent. Alors c'est assez étonnant, hein, parce qu'en Amazonie, en 2 ans, les arbres ils peuvent prendre 5 ou 7 mètres de haut, hein, donc Ah ça va oui! relativement vite. Ça dépend des essences qu'il va y avoir. Mais la plus grosse des problématiques aujourd'hui reste en fait l'orpaillage clandestin. Donc c'est des Surinamiens et Brésiliens qui traversent les frontières, qui sont en fait des rivières, et eux qui font de l'exploitation illégale, et surtout l'utilisation du mercure en très très grande quantité. Et là donc c'est un empoisonnement pour les Amérindiens. Donc je repars moi en octobre pour un mois pour terminer mon documentaire. Mmh. Et c'est pour voir en fait les côtés les plus fastes, hein, l'or ça fait pétiller tout le monde, et puis les côtés aussi les plus sombres, parce que il faut être capable de pouvoir répondre aussi à ce genre de questions-là. C'est-à-dire qu'on utilise des matières où on peut avoir certaines fois des parties un peu plus sombres. Il faut pas les nier, et en les connaissant, on peut trouver d'autres moyens pour se les procurer. C'était quand, du coup, quand tu disais tu parlais d'évolution avec tes premiers voyages, c'était quand la première fois que tu es parti? Moi, la première fois que je suis parti, ça devait être dans les années 2000, je crois. 2000, oui, parce que je revenais juste de mon service national. Et donc, je suis parti mon premier film, c'était sur justement l'orpaillage, sur les mines d'or. Et donc là, j'ai vu, forcément. Alors, je me rendais pas compte à l'époque, parce que je devais avoir 21 ou 22 ans. Je me rendais pas compte. J'arrivais, j'ouvrais grand les yeux, c'était juste incroyable. Ouais, On est, découverte, voilà, sa découverte, l'aventure. On était en hélicoptère, on était dropé en plein cœur de l'Amazonie. Aujourd'hui, forcément, j'ai un regard un peu différent, parce que j'ai beaucoup plus voyagé entre temps. Donc les mines, maintenant, je commence à connaître un peu. C'est souvent les mêmes modes de fonctionnement. Donc il y a mmh. des évolutions extrêmement intéressantes, justement, spécifiquement sur leur paillage. Il y a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire.
c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, lorsqu'on utilise cette matière, on se rend compte, on sait pourquoi elle est précieuse. Parce qu'elle est rare, parce qu'il faut retourner des tonnes de terre et de gravier pour pouvoir trouver quelques grammes. Et ces quelques grammes, on va faire un objet en fait qui aujourd'hui, si on en est conscient, ne sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la rue, la première chose qu'elle va faire, c'est pas forcément acheter une bague. Donc, c'est de se dire, on est conscient de ça et de la chance du métier qu'on peut exercer, puisque lorsque les gens viennent nous acheter quelque chose, c'est parce que c'est pour exprimer souvent du bonheur, hein, je veux dire, de l'ordre de peut-être de 90% ou 99%, c'est souvent lié à un mariage, à une naissance, à des fiançailles. Ça rappelle, en fait, ça fait une piqûre de rappel en disant, mais on a juste un métier qui est dingue, parce qu'on utilise des matières extraordinaires, qui sont rares, difficiles à trouver, et à chaque fois c'est pour des choses qui sont des événements joyeux. Quand vous faites appel à un électricien ou à un plaquiste, c'est sympa, vous êtes rénover votre maison, mais à la fin vous dites ouais, ok, c'est un mur, quoi. Ouais. Même si l'artisan a fait du très très beau travail. Alors que là, on exprime vraiment un art, on exprime une identité, on exprime une technicité, on va mettre des pierres en exergue sur une monture. C'est hyper valorisant, et pour l'artisan et pour la personne qui va le porter. Tu peux nous expliquer comment ça marche l'extraction de l'or alors? Ouais. Et ben donc en fait, en général, donc d'abord il va y avoir des prospections qui sont faites. Ils dropent une ou deux personnes en plein cœur d'une zone qui est déterminée a priori aurifère. Ils vont creuser, ils vont retirer donc la couche stérile de 1 ou 2 mètres de profondeur, et ils vont atterrir dans ce qu'on appelle une sorte de bedrock, un gravier alluvionnaire. Hein, donc ils suivent en fait des anciennes rivières ou des rivières actuelles, et ils vont donc faire des bâtés, donc à l'ancienne, donc avec une bâtée en métal. Et par rapport à une ou deux bâtées, ils vont voir la concentration qu'il va y avoir. Alors généralement c'est 2-3 petits grains d'or, hein, c'est très 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 faible, mais par rapport à ça, ils disent ok, on peut déterminer que là, à la tonne, on va sortir 1,5 g, 2 grammes d'or. Et dans ces cas-là, une fois que ça a été fait, ils vont faire une demande d'autorisation d'exploitation, ce qu'on appelle une AEX, donc qui va être fait donc à l'État. Et une fois qu'ils ont ça, ils envoient des pelleteuses. Ils vont décaper une partie. Alors généralement, c'est pas des grandes surfaces, hein, c'est 1, 2, 3 hectares maximum. C'est pas, alors peut-être parfois un peu plus, mais c'est quand même pas mal. c'est pas des, alors en fait, c'est pas des grandes ouvertures en forêt. C'est-à-dire que quand on arrive en hélicoptère, on peut survoler une mine sans absolument rien voir. C'est pas comme au Brésil où ils décapent à tour de bras des surfaces grands comme des terrains de tennis, et c'est juste monstrueux pour pouvoir planter par exemple du soja. Là, on a survolé certaines mines où on voyait presque pas, en fait, on voyait vraiment au dernier moment. Alors il existe des très très grosses mines, mais c'est pas énormément d'hectares qui sont en décapage, hein. Donc c'est déjà un point que je trouvais assez intéressant. Ouais. Et donc une fois qu'ils vont arriver donc avec les pelleteuses, ils retirent les arbres, les troncs, ils vont les mettre sur les côtés. Et ils vont retirer donc toute la couche stérile. La couche stérile, c'est de la latérite, hein, c'est la terre rouge qu'on peut trouver également en Afrique, qui est très très forte en fer, qui va être retirée, mise de côté, jusqu'à arriver au bedrock, donc un gravier qui va être riche en or. Et ce gravier-là va être déposé sur une table de tri, dans lequel en fait, il y a des 2, 3 ou 4 personnes qui, avec des jets extrêmement puissants, vont dissoudre la terre et le gravier. Ils vont séparer le gravier, et la terre qui va être riche en or va passer sur des sluices, donc ces espèces de petits bancs sur lesquels sont déposées une moquette. Et généralement, c'est des moquettes qui sont utilisées par les golfeurs, hein, ça c'est marrant. Et donc, par densité, l'or va tomber au fond des moquettes, et puis tous les 2-3 jours, ils vont taper la moquette, ils vont concentrer en fait cette partie-là. Ils ressortent, je sais pas, 1, 2, 3, 4 kilos par semaine. C'est pas beaucoup au final. Donc c'est pas beaucoup, et puis il y a des mines qui ont plusieurs tables de tri et qui vont sortir 7-8 kilos par semaine. Enfin ça va dépendre, hein, ça va vraiment dépendre de la taille de la mine. Mais parfois ils vont faire tous les 2-3 jours, et tous les 2-3 jours ils vont sortir 500-800 grammes. Donc ça va dépendre de la concentration du métal sur telle ou telle zone. Et puis souvent ils exploitent des terrains qui ont déjà été exploités il y a 30, 40, 50, 60 ans. Et donc comme les process sont plus modernes, ils arrivent à reconcentrer en fait du métal. D'accord, et c'est qu'une question de process, parce qu'au final, l'or, il se régénère pas, on va dire. Non, c'est une question de process. C'est-à-dire qu'ils ont des process qui s'affinent un peu plus, mais en sachant que même les nouveaux process, il y a environ 40% du métal qui est reperdu, qui retombe devant les... Ah oui. Ça vaut pas le coup de les rattraper parce que ça coûterait trop cher. Donc ils savent, dans le process, ils savent que de toute façon, il y a 30-40% d'or qui retombe dedans, mais ils n'ont pas les moyens de le récupérer. Donc ça fait partie de... Ils l'acceptent en fait. L'or qu'ils trouvent, c'est vraiment sous forme de pépites toutes petites, c'est ça? Non, c'est de la poussière. En général, c'est de la poussière d'or. Donc comme de la limaille, quoi. Comme de la limaille, bien jaune, bien jaune légèrement rose, hein, parce qu'il y a parfois riche en cuivre. Et puis de temps en temps, il y a quelques pépites. De temps en temps, mais les pépites restent assez rares finalement. Quand ils font avec le mercure,
C'est où que ça se différencie alors? Alors en fait, le mercure, ça a la capacité de rentrer dans les molécules d'or et d'amalgamer tout un ensemble. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez un seau dans lequel il y a une concentration d'or et beaucoup de sable dedans, par exemple, et puis l'orpailleur veut mettre le moins de temps possible pour concentrer son or. Il va mettre 1 ou 2 kilos de mercure dans son seau, il va commencer à secouer, à tamiser, et finalement, l'or va s'amalgamer au mercure et Ah. va former une espèce de galette extrêmement rapidement. Et puis c'est là où en fait arrive le danger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cette galette-là, il faut séparer le mercure de l'or. Donc ils vont le mettre dans une toile où dans ce qu'ils veulent, un récipient, et ils vont le chauffer au chalumeau. Et donc ça va faire de la vapeur de mercure, hein, qui va s'évaporer, qui va monter en condensation et qui va ensuite retomber, et qui va retomber sur la forêt, dans les réseaux de rivières. Et puis ensuite, au fur et à mesure, le mercure va se transformer, va lâcher au fur et à mesure ces agents un peu, alors je suis pas chimiste, hein, mais en tout cas nocifs pour Mmh. ceux qui vont manger les poissons ou la nourriture qui peut être liée à ça. Ouais, et puis Donc même quand ils vont le chauffer au chalumeau, après ils vont respirer, et puis ils respirent, enfin donc ouais. c'est vraiment mais ils sont en mode survie. C'est facile de juger, hein, forcément c'est des Ouais, Brésiliens, ils ont pas l'argent, ils ont rien du tout. Nous on pense à préserver la nature parce qu'on n'est plus en mode de survie, c'est parce ça. que on a les moyens de vivre, d'appuyer sur un bouton, on a l'électricité, de tourner un robinet, on a de l'eau. Eux, c'est pas ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès qu'on est en mode survie, vous vous en fichez complètement de la nature. La première chose que vous cherchez à faire, c'est nourrir votre famille. Et Mais c'est donc, ça, moi, c'est dans mes pas les mêmes documentaires, j'essaie de problématiques, quoi. m'intégrer avec ces gens-là, non pas pour approuver ce qu'ils font, parce que ce serait débile, mais en tout cas de se dire, mais en fait, si moi j'étais brésilien ou surinamais, est-ce que je ferais la même chose? Et je me dis, mais sans aucun doute, je ferai la même chose. Forcément, je ferai la même chose parce que c'est pour ma survie. Et aujourd'hui, je dis souvent, je parle des blancs comme si je ne l'étais pas, mais nous, on arrive dans des pays, on essaye de divulguer la bonne parole en disant il faut faire ci, il faut faire ça, sauf qu'on a une vision qui est complètement décalée par rapport à la réalité de ce que vivent ces mineurs. Mes voyages sont hyper intéressants aussi, c'est aussi de l'ethnologie. Parce que on va pas chercher forcément que la matière, mais on va chercher ce qui se cache derrière cette matière-là, quel est l'homme qui se cache. Je me pose à chaque fois la question, je dis si j'étais un Africain, si j'étais un Brésilien, est-ce que je ferais la même chose qu'eux? Si j'étais dans les mêmes conditions? Et en fait, bien évidemment, je ferais ça. Il faut juste être un blanc pour dire ben non non moi je ferai jamais ça, c'est totalement risible en fait. C'est eux, c'est leur survie, c'est-à-dire que leur travail, même s'ils polluent la terre, s'ils polluent les rivières, bien en fait ils recherchent leur survie. Donc c'est extrêmement compliqué quand on arrive nous avec ces connaissances-là et qu'on sait les dégâts que ça fait, de pouvoir se dire mince qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses. Ouais, c'est Et ça. là, là, on rentre dans des modes de réflexion qui sont complexes, mais en tout cas, de s'y confronter, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que tout n'est pas rose, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses à modifier, mais en tout cas, on est confronté, je disais, c'est un peu de l'ethnologie, hein, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans l'univers de ces gens-là, on ne vit pas du tout comme eux. Voilà, qu'est-ce que moi je ferais? Est-ce que je ferais mieux qu'eux? Mmh. J'en suis pas sûr. Dans ton documentaire, tu filmes comment on extrait l'or, et cetera, et comment ils vivent, tout ça? Oui, ouais, en fait, c'est-à-dire que j'explique pas forcément que la technicité d'exploitation, c'est-à-dire Mmh. que les process, c'est comment ils vivent, le soir, comment ça se passe, de quoi ils discutent. Il y a une vie de camp qui est juste incroyable, qui est très riche également. Donc tout ça, en fait, je m'intègre à eux, c'est-à-dire que je deviens un reporter, je suis plus journaliste, hein, je deviens un reporter et j'essaye de prendre leurs vraies paroles. C'est-à-dire que j'essaye pas de mettre ce que je pense moi de la Mmh. situation, parce Oui. que c'est là où on se trompe, c'est j'essaie de capter ce que eux vivent. Et c'est eux qui savent beaucoup mieux que moi ce que eux vivent. Voilà. Ouais. Et je suis pas plus malin qu'eux. Voilà. Et c'est un peu ça ce que j'essaie de faire. Est-ce que tu as d'autres expéditions sur d'autres sujets que tu as faites ou que tu veux faire? Bien sûr, j'ai fait le diamant, j'ai fait le saphir à Madagascar, j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait le grenade savorite, la tanzanite. La tanzanite, j'ai pas fait de film. Je me suis déplacé sur la Tanzanie. Donc en Ah fait, j'ai oui. plein de sujets, énormément de sujets sur lesquels. Donc là, c'est à chaque fois des documentaires. Donc c'est mon cinquième documentaire, Waouh. celui-ci. Mais autrement, je me déplace pas forcément pour faire des documentaires. C'est-à-dire que quand je peux me déplacer sur une mine où j'ai pas le temps de faire un film parce que ça prend énormément de temps. Mais à chaque fois J'imagine. que je me déplace, c'est pour voir la matière, mais c'est aussi pour voir au-delà de cette matière-là, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et Mmh. c'est pas un effet de mode, hein. Aujourd'hui, tout le monde cherche à savoir un peu. Je dirais c'est presque assez récent. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. C'est pas pour être moralisateur que je fais ça en fait. Aujourd'hui, on a cette impression que
dès qu'on entend quelque chose, on essaie de se faire. Oui, voilà, il y a un côté très moralisateur surtout. Et notamment, j'ai eu une discussion avec une personne qui commençait à me faire un peu la morale sur le fait d'être joaillier, d'utiliser ces matières-là. Et je lui ai demandé si elle connaissait le fait d'avoir un iPhone et combien d'hectares ça représentait de déforestation, le coton qu'elle portait, qu'elle pouvait acheter par kilo en une année. Et donc Ouais. à ce moment-là, on arrive à retourner la situation en disant bah oui, vous n'êtes pas capable d'y répondre parce que finalement, en joaillerie, qui achète 15 grammes d'or tous les ans, 0,2 ou 0,5 carats de pierre tous les ans, ben en fait c'est très faible. Non pas que ça justifie pas le fait que de pas savoir d'où ça vient, mais au bout d'un moment, il faut savoir mettre les curseurs aux bons endroits. C'est C'est ça. ça. Mm. Et donc, c'est de se dire, aujourd'hui, on a un côté, côté très moralisateur. Et moi, c'est surtout pas ce que je veux faire. En ne l'étant pas, les gens écoutent plus qu'en l'étant. Oui, oui, c'est pour apporter des informations et après chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as d'autres projets de films ou ailleurs ou sur la Oui, joaillerie? oui. Alors moi, j'ai d'autres projets. Donc moi, je repars au mois d'octobre. Donc Ouais, pour je finir repars là au mois ce d'octobre. Donc voilà, documentaire-là, pour c'est super. terminer. Et puis peut-être au mois de novembre pour une semaine ou 15 jours sur les mines de Tourmaline. Alors en Afrique, je sais plus où parce que j'ai reçu une invitation et comme j'ai plein de monde payant en tête, donc ce serait sur l'Afrique. Aujourd'hui, je reçois des invitations au fur et à mesure de gens qui disent bah Génial. on a vu comment vous faisiez, on a vu Mhm. que vous faisiez pas de faire d'être un journaleux, Ouais. c'est-à-dire trouver le truc qui va faire de l'audimat et puis raconter un peu ce que vous voulez. C'est vous faites partie du métier et le but c'est d'éclairer un peu ce qui se passe sur les mines parce que j'ai la chance de pouvoir me déplacer et puis ça me donne alors, entre guillemets une petite notoriété, c'est-à-dire que les gens savent que quand je reviens, je raconte pas n'importe quoi et j'essaie pas de moduler les histoires pour soit faire mousser, soit pour minimiser les choses. Et j'essaie de raconter la façon le plus pure, le plus correct possible. Alors, je suis pas un Oui. grand réalisateur, hein, le but c'est pas de ça, mais en tout cas, moi pour ma propre culture, ça me nourrit. Après, si Oui. les autres me suivent, c'est très bien. Et pour mes salariés aussi. Et tu m'avais dit que tu avais plein d'autres passions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouh là là. Alors j'ai plein de passions. Alors oui, une des premières passions c'est le piano, c'est-à-dire que je peux me lever à 2-3 heures du matin pour jouer du piano. Alors là, j'étudie du Chopin par exemple, donc j'ai installé un piano au sein de l'atelier. Ah oui. Donc en fait mes salariés peuvent jouer sur le piano et en fait ça me permet d'abord de me détendre sur certains moments où un peu compliqués, hein. On a des moments forcément qui sont tendus. Ouais. Ça me permet de composer, j'adore composer. Donc je pense à une bague, et ben je peux dire tiens cette bague là il y a un morceau qui ira avec. Ah, c'est vrai? Donc c'est des morceaux qui durent 1 minute ou 1 minute 30, hein, c'est pas très long, mais une inspiration, donc ça arrive souvent. Tu fais les musiques de tes films ou pas du tout? Oui, ouais, alors j'ai fait les musiques de mes premiers films. D'accord. J'ai fait la musique de mon film et mon dernier film, j'ai eu la chance de travailler avec Étienne Perruchon, qui est qui était un très grand compositeur parce qu'il est décédé l'année dernière, ou il y a 2 ans, Ah, de musique de film, notamment des films de Patrice Lecomte, Les Bronzés font du ski. C'est lui qui a dû faire les ah dernières musiques, oui. qui écrit des symphonies. Enfin, c'était un type et c'était devenu un ami en fait. Hein. C'était un vrai ami et qui m'a dit Raphaël, je te suis dans ton projet et les musiques, j'ai écrit des musiques et tu pourras les utiliser. Alors c'était extraordinaire parce que c'est des musiques qui ont été enregistrées au Philharmonique de Sofia avec 100 ou 120 musiciens, donc c'était de la vraie musique de Waouh. film, donc c'était vraiment génial. Et puis cette année, la sortie en fait de mon dernier documentaire, donc là, ce sera pareil les musiques d'Étienne Perruchon, puisque ce sera en hommage. Ce documentaire-là sera en hommage de cet ami, compositeur de musique de film, donc ce D'accord. sera encore ses musiques. Ouais. Mais j'ai écrit mes premiers films, oui, c'est moi qui écrivais les musiques. Et tu commençais à nous raconter l'aviation, c'est ça? Alors l'aviation, c'est l'histoire est assez sympa. C'est que lorsque j'étais en sixième, j'avais un professeur, j'étais vraiment admiratif. Il était ceinture noire de judo, il était pilote d'avion, Ah il était oui. gentil. Et puis c'était vraiment une personne où vous aviez envie de suivre parce que il donnait le bon exemple en fait pour des jeunes. Et donc il était prof d'avion il était prof, pas prof d'avion, prof de sport et pilote. Et puis moi je me suis dit un jour je serai pilote. Et le jour où je suis devenu pilote, j'étais voir Jean, donc il s'appelle Jean. Il dit Jean, est-ce que tu veux devenir mon parrain pour être pilote, même si c'est pas une obligation. Hein. Et aujourd'hui, mon Jean, moi il a 81 ans et donc c'était mon prof de sport et que je vois toujours. En fait, je l'ai au téléphone. J'essaie Ah, de c'est l'avoir tous les 15 chouette. jours au téléphone, parfois un peu plus.
Et donc l'aviation, pour moi, c'est aussi un moyen. C'est-à-dire qu'on part, on est confronté aux éléments extérieurs, donc il y a une remise en cause à chaque fois de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'existe pas de bons pilotes, mais de vieux pilotes. Donc ça, c'est quelque chose qui vous remet en cause en permanence. Et puis il y a le côté, c'est aussi, tout ce que je fais, il y a l'action, je veux faire dans mes passions. Et puis il y a le côté, je sais pas si c'est philosophique, mais quand je pilote un avion, c'est comme si je pilotais ma société, c'est-à-dire que les compteurs, c'est mes salariés. Mes salariés me disent à quelle vitesse on va. Moi, je dois vérifier à quelle hauteur, et puis je dois prendre des décisions rapides si on est en danger, ou plutôt réfléchi si on a le temps. Et donc, j'emmène également mes salariés en avion et je leur montre le pilotage. C'est-à-dire que Génial. ce que j'adore, évidemment, c'est partager. C'est-à-dire que je suis jamais seul dans mon avion, ou j'ai des passions, c'est le pilotage automobile. On a une voiture de circuit pour la Maison Griffon. Et également, je les emmène sur circuit, et le but, c'est qu'ils apprennent également à piloter cette voiture-là. Parce que il y a le côté technique, et en fait, lorsqu'on est joaillier, on est précis au dixième de millimètre près, et quand on sait appliquer ce genre de méthode-là, et qu'on a envie d'apprendre autre chose, en fait, on apprend 10 fois plus vite, parce que le cerveau est très très bien fait. Et donc, quand on dit, quand on doit passer de 240 km/h à 130, parce que cette courbe-là, elle passe à 130, il faut taper dans les freins à telle force, à tel endroit. Et lorsqu'on est précis, en fait, on avance beaucoup plus vite. Et donc le métier de joaillier, je trouve que c'est une très grande force, puisqu'il faut une très grande précision sur ce genre de choses. Donc en fait, j'ai beaucoup d'activités qui sont soit très calmes comme le piano, ou soit très actives, parce que je fais également de la voltige en aviation. Mais ça demande toujours énormément de technicité, beaucoup de sang-froid, et puis du partage. Et le partage, c'est le côté, en fait, j'ai la chance de pouvoir faire ça. J'ai la chance de pouvoir vivre de mon métier, alors que mon père, lui, n'a jamais vécu de son métier. Si j'y arrive, c'est que d'autres peuvent y arriver, et d'autres peuvent faire exactement la même chose que moi, parce que j'ai rien de plus extraordinaire qu'un autre. Et c'est de se dire, à chaque fois, tout est possible. Voilà. Moi, mon mot aujourd'hui, c'est tout est possible. Mais alors, c'est quoi ton secret pour faire tout ça? En fait, c'est relativement simple. Il y a 24 heures dans une journée, et quand on sait les exploiter, on arrive à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que j'avais toujours entendu dire ça, pour réussir, il faut se lever 2 heures plus tôt que tout le monde, se coucher 3 heures plus tard que tout le monde. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je dors très peu, ou je dors, et que à chaque fois que je fais quelque chose, en fait, j'ai besoin d'occuper mon cerveau. Et donc, une journée, au lieu de travailler 8 heures, on va travailler 10, 12 heures. Et dans ces 12 heures-là, en fait, on n'a même plus l'impression que c'est du travail, puisque vous aurez peut-être travaillé 8 ou 9 heures en joaillerie, puis le soir, je vais faire autre chose, en fait, qui n'aura rien à voir avec la joaillerie, mais qui va parfois m'aider à développer la joaillerie. Nous, l'image, par exemple, qu'on peut avoir avec la voiture de circuit. Alors tout le monde m'a dit, Raphaël, t'es complètement fou. Les gens vont te pointer du doigt parce que c'est une voiture de sport. Et en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche parce qu'à chaque fois qu'on est critiqué, c'est bon signe. À chaque fois qu'on est pointé du doigt, c'est bon signe. À chaque fois qu'un confrère vous pointe du doigt, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'en fait, on embête un peu, on taquine un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une vie où il faut la croquer à pleines dents. Et j'ai pas envie de me retenir, en fait. J'ai pas envie de me retenir par rapport au regard des autres. Avant, ça me touchait, et aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Et souvent, dès qu'on critique, c'est que les gens ont quelque chose en disant, tiens, mince, il a réussi à faire un truc. Et j'ai dit, en fait, tout ce que je fais, moi, il y a rien d'extraordinaire. Tout le monde est capable de le faire. Je suis pas un héritier. Je suis absolument pas un héritier, mais mes parents m'ont jamais donné d'argent. Donc c'est la volonté. C'est la volonté, et puis c'est la volonté de faire les choses différemment des autres. Du coup, c'est un peu ta devise, ou est-ce que tu aurais un peu une phrase ou quelque chose qui te correspond bien, quoi, on va dire? Moi, c'est pas une phrase, c'est un mot que j'adore. Ouais. Et c'est un mot, c'est le mot qui s'appelle la sérendipité. C'est pas un mot qui est très connu, mais à chaque fois que je croise des gens, je me dis, tiens, c'est marrant, il me plaît. Quand je dis ce mot-là, ils me disent, je le connais. Et donc je me dis, en fait, il y a pas de hasard. Et en fait, la sérendipité, alors pour moi, parce qu'il peut y avoir c'est tout ce que vous faites tous les jours. C'est toujours lié à des choses positives. Si un jour je me retrouve à l'autre bout de l'Amazonie et je rencontre quelqu'un que je connais, on va dire, mon Dieu, c'est dingue ce hasard. Et si je fais une marche arrière en disant, mais en fait, cette personne-là, je l'ai croisée dans la rue, j'ai eu envie d'aller vers elle et je lui ai parlé, et puis, en fait, si je l'avais pas fait, je l'aurais pas reconnue au bout de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien de cause à effet en permanence. Et quand on est conscient de ça, en fait, la vie s'ouvre d'un seul coup, et on vit des choses, mais tous les jours, moi, j'ai des trucs, quand je raconte ça à mon épouse ou à mes salariés, ils me disent, mais t'es complètement malade. Je croise telle ou telle personne, un acteur ou machin. Et je dis, mais en fait, non. Vous allez faire l'effort d'aller voir des gens, de vous intéresser aux autres. Et en fait, je pense que c'est ça, philosophie. C'est s'intéresser à ce que font les autres,
Même les gens, quand on est joaillier dans le domaine, on a un domaine entre guillemets un peu élitiste et on veut toujours être le meilleur parce qu'on pense qu'on est voilà, qu'on a les meilleures idées. Et en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sera toujours plus malin que vous. Il y aura quelqu'un qui travaillera toujours mieux que vous. Et dès que vous êtes conscient de ça, bah, vous rebaissez de 2 crans de votre capacité de créative. C'est-à-dire que le but c'est de créer et c'est de se dire, en fait, il faut que je sois ouvert au monde extérieur. Et moi, la mot sérendipité, c'est le côté, en fait, les choses les plus incroyables qui m'arrivent, c'est que à un moment donné, j'ai fait en sorte qu'elle se déclenche, mais sans le programmer. C'est pas parce que sinon ce serait malsain. Sans le programmer, et c'est de se dire. Donc là, j'ai connu 3 acteurs d'un seul coup. Et parce que j'ai fait un truc qui était très osé, parce qu'il y avait un jeu d'une actrice qui m'avait plu, et je me suis dit en fait ça m'a vraiment touché. Et en fait aujourd'hui on est copains. Et donc c'est de se dire que rien n'est impossible et que dès qu'on est ouvert aux autres et qu'on essaye de temps en temps de se remettre en cause, parce que forcément on est dans des métiers qui sont prestigieux et on a toujours envie d'être meilleur que les autres, donc parfois on est meilleur mais parfois on est moins bon, et c'est ça. Donc moi ma philosophie de vie c'est ça, c'est de me remettre en cause en permanence. Et puis ce mot sérendipité que j'adore, je croise des gens, je dis mais c'est complètement dingue, et je dis mais non en fait non, cette personne-là, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas envoyé ce mail-là, ce serait pas fait. C'est-à-dire que le hasard n'aurait pas fonctionné. Est-ce que tu as quelque chose d'autre pour terminer que tu aimerais bien partager? Enfin, partager, oui, j'ai toujours quelque chose. C'est-à-dire que, en gros, je dis à chaque fois, on a un métier qui est juste extraordinaire et qui est lié à la géopolitique, le voyage, l'aventure, le luxe. Et en fait, la seule chose moi que je retiens, c'est que il faut pouvoir, dans ce métier-là, être capable de passer des bottes et de mettre les pieds dans la boue, et le lendemain d'enfiler un costard-cravate pour se retrouver dans une grande soirée place Vendôme ou sur les Champs-Élysées. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qui manque à la jeune génération qui arrive, c'est l'ouverture d'esprit et de pouvoir aller rechercher la personne qui est complètement différente, qu'on aura envie d'écarter, mais qui en fait peut vous ouvrir des portes. Et c'est toujours lié à moi, à ma façon de voir et de ressentir les choses. C'est les gens qui aujourd'hui veulent réussir. Alors s'ils pensent à l'argent, c'est mort, parce que la réussite c'est pas forcément l'argent, mais ça c'est en devenant adulte qu'on s'en rend compte. Mais la culture, par exemple, le fait de quelqu'un qui arrive et qui sait dire bonjour, qui sait dire au revoir et qui sait dire merci. Moi, j'ai des stagiaires que j'ai vus qui étaient excellents, mais il leur manquait cette petite partie d'éducation et qui en fait vont leur faire défaut toute leur vie, alors que l'éducation c'est la chose la plus gratuite qu'on puisse avoir. Il n'y a pas besoin d'argent pour être éduqué en fait. Là aujourd'hui, je terminerai ça par ça, c'est les gens se cultivent sur l'éducation, sur la bienveillance des autres, et en fait en étant ouvert aux autres, tout s'ouvre vers vous. Et ça revient au mot sérendipité. Donc j'ai rien de philosophique à dire de plus, mais en tout cas moi c'est ma façon de faire les choses. C'est de se dire j'adore les gens qui me contredisent parce que j'ai besoin de ça, et parce que dans leurs contradictions ils vont peut-être me réveiller en disant j'étais peut-être persuadé de quelque chose et en fait je me plantais. Et j'adore et justement j'accepte ce côté-là où les gens vont me dire bah Raph, t'as dit un truc, ça m'a choqué. Ah, je dis ok, je t'écoute. Ah oui, ok, c'est vrai que c'est pas malin ce que j'ai dit, je m'en suis pas rendu compte. Et même mes salariés, je leur dis de me le dire. C'est ça, c'est l'ouverture d'esprit, voilà, pas plus. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé toute ton expérience qui est quand même assez incroyable et hors du commun, même si tu dis que c'est accessible à tout le monde. Moi je trouve que c'est quand même assez incroyable et c'était vraiment hyper intéressant et merci beaucoup. Je te remercie. L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en images cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Rubis sur Canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien sûr, à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.